Bonjour chers étudiants, aujourd'hui on va aborder un aspect très important. Il s'agit d'un concept clé en sciences économiques, un concept que les économistes utilisent de manière généralisée et ça fait même partie des particularités du raisonnement économique. Il s'agit de la notion de coût d'opportunité. Alors on va commencer d'abord par une petite définition de ce concept avant de voir les usages qu'on peut faire de cette notion et comment les économistes utilisent cette notion-là, ou ce concept, pour arriver à des conclusions qui ne sont pas toujours intuitives. On va le voir à travers quelques exemples et ce sera plus clair. Alors je commence par la définition. Le coût d'opportunité mesure ce à quoi on renonce lorsqu'on fait un choix, c'est-à-dire lorsqu'on affecte les ressources dont on dispose à un usage donné au détriment des autres usages possibles. Un petit exemple pour mieux voir les choses. Avec 300 dirhams en poche, un étudiant a le choix, par exemple, entre acheter un pantalon ou deux t-shirts. S'il achète le pantalon, il doit renoncer aux deux t-shirts parce qu'il n'a qu'un budget qui est limité, qui est de 300 dirhams. Alors là, on touche encore une fois à cette notion clé en économie, à savoir la notion de rareté. Alors, si notre étudiant décide d'acheter le pantalon, il renonce aux deux t-shirts. S'il décide plutôt d'acheter les deux t-shirts, il doit renoncer au pantalon. On va dire donc que le coût d'opportunité d'un pantalon est de deux t-shirts et que le coût d'opportunité des deux t-shirts est un pantalon. Pour avoir un pantalon, je dois renoncer à deux t-shirts. Et on a dit que le coût d'opportunité mesure ce à quoi je renonce lorsque je fais un choix. Alors, en choisissant le pantalon, je renonce aux deux t-shirts. On va donc dire que le coût d'opportunité des pantalons est de deux t-shirts. Inversement, si je choisis les deux t-shirts, je renonce au pantalon. On va donc dire que le coût d'opportunité de deux t-shirts est un pantalon. Un autre aspect, un autre exemple, quel est le coût d'opportunité d'une année d'études passée à la faculté? Là, on touche à une notion importante et ça renvoie toujours à la notion de coût d'opportunité. Alors, quel est le coût d'opportunité d'une année passée à la fac? On a dit que le coût d'opportunité mesure ce à quoi je renonce si je veux faire une année d'études à la faculté. Alors, combien coûte une année d'études à la faculté en termes d'opportunité, en termes de coût d'opportunité? Ça dépend de chacun. Si vous avez un étudiant qui vient d'avoir son bac et qui décide d'aller à la fac, il ne renonce pas à grand-chose pour faire des études à l'université. Si je prends en revanche l'exemple de quelqu'un qui travaille déjà quelqu'un qui travaille par exemple dans un centre d'appel, qui a un salaire de 5 000 dirhams par mois et qui décide d'aller faire des études à la faculté, et pour faire ses études, il doit renoncer par exemple à son travail. Alors je comprends très bien que pour ce deuxième personnage, le fait d'aller faire des études à la faculté, ça lui coûte plus que l'étudiant à plein temps qu'on a évoqué tout à l'heure. Ne serait-ce que parce qu'elle va renoncer à 5 000 dirhams par mois de salaire qu'elle aurait pu toucher si elle était encore dans son travail. Puisqu'il doit renoncer à son travail pour faire des études, il doit renoncer à ce salaire et donc ça rentre dans le coût d'opportunité d'un mois passé à la faculté. Donc pour ce deuxième monsieur, chaque mois passé à la fac lui coûte 5 000 dirhams de salaire auquel il a renoncé, plus les autres coûts, le coût de transport, le coût de la restauration, le coût de lorsqu'il va faire ses sandwichs, etc., photocopie et tout ça.
Ok. Donc, je vois bien que le coût d'opportunité de quelqu'un qui travaille déjà et qui doit renoncer à son travail pour faire la faculté, le coût d'opportunité est très élevé qu'un étudiant à plein temps qui n'a pas de travail. Deuxième question, et qui suit la première, qui est un petit peu la conséquence de la première, pourquoi les joueurs professionnels de très haut niveau ne poursuivent-ils pas leurs études universitaires? Là encore, c'est la même logique. Si vous vous appelez Messi ou Ronaldo, hein, que vous avez des salaires de quelques millions par jour, vous ne pouvez pas vous permettre d'arrêter l'entraînement pour aller faire des études. Parce que là, en faisant cela, vous allez peut-être arrêter l'entraînement, vous allez peut-être perdre votre place dans l'équipe, et ça va vous coûter extrêmement cher. Donc, vous n'avez aucun intérêt à aller faire des études si vous êtes si vous êtes un professionnel, un sportif professionnel de très haut niveau, parce que votre salaire de sportif professionnel de très haut niveau est extrêmement cher. Et si vous devez renoncer à ce salaire, le coût d'opportunité de votre année passée à la faculté va être extrêmement cher, c'est-à-dire un coût d'opportunité qui est insupportable. Et donc, ça explique pourquoi tous les joueurs professionnels de très haut niveau ne peuvent pas poursuivre leurs études. Ils font le choix rationnel de se consacrer à leur sport parce que ça leur permet de gagner énormément d'argent. Et bien évidemment, lorsque ces joueurs-là arriveront à l'âge de retraite, hein, si Messi par exemple après une année ou deux arrive à la retraite, eh ben, il n'aura plus de revenus qui émane de son sport, de sa qualité de joueur professionnel. Et à ce moment-là, son coût d'opportunité d'une année passée à la fac va baisser et il pourra à ce moment-là choisir de poursuivre, de reprendre ses études parce que ça ne lui coûte pas comme lorsqu'il était joueur professionnel. Alors, pourquoi les joueurs professionnels de très haut niveau ne poursuivent pas leurs études? La réponse est donnée par la notion de coût d'opportunité. En effet, ces stars-là savent que chaque année passée à l'université leur coûte des millions de dollars. Ça, c'est le revenu auquel ils doivent renoncer s'ils voulaient poursuivre leurs études. Ce coût-là est suffisamment élevé pour les dissuader de poursuivre les études supérieures. Donc ça s'explique si les joueurs professionnels de très haut niveau, si les stars internationales ne poursuivent pas leurs études, c'est parce que le coût de la poursuite des études est exorbitant. Donc ça s'explique par la notion de coût d'opportunité. On va prendre une autre illustration. La notion donc de coût d'opportunité est typiquement utilisée par les économistes. Ça, c'est une notion typiquement économique. Et elle permet d'expliquer les choix des individus de façon souvent contre-intuitive. On va voir à travers cet exemple que, contrairement au commun des mortels, les économistes ont une manière bien à eux de voir la réalité. Ils utilisent la notion de coût d'opportunité et ça leur permet d'avoir une vision plus claire. Et ça leur permet de prendre des choix rationnels. Et parfois, pour des non-économistes, ces décisions-là prises par les économistes semblent un peu aberrantes ou contre-intuitives. Or, ce n'est pas du tout le cas. On va le voir à travers cet exemple. Exemple numéro 1. Pourquoi un ouvrier pauvre prend-il le train ou l'autocar pour se déplacer entre deux villes alors qu'un neurochirurgien préfère l'avion? Alors, pour le commun des mortels, la réponse intuitive est la suivante. Si l'ouvrier prend le train, c'est parce que le train est moins cher que l'avion. Si le neurochirurgien prend l'avion, c'est parce qu'il est riche et qu'il peut se permettre de prendre l'avion. Ça, c'est la réponse intuitive qui vient à l'esprit au premier regard. Mais
un économiste voit les choses autrement. Il va faire appel à la notion de coût d'opportunité. Pour un économiste, chaque individu adoptera le moyen de transport dont le coût d'opportunité est le plus faible. Donc, que ce soit pour l'ouvrier ou le médecin spécialiste, les deux vont faire un choix rationnel sur la base du coût d'opportunité. Et ça n'a rien à voir avec le niveau de richesse de l'un ou de l'autre. En effet, se déplacer coûte de l'argent et du temps. Or, le temps vaut plus cher pour un neurochirurgien que pour un ouvrier. Alors là, on élargit le champ de vision et on intègre la variable temps parce que si je voyage par avion, je dépense moins de temps que si je voyage par train. Et si le temps a une valeur, et c'est le cas, on doit donc l'introduire dans le calcul. Il y a un autre aspect, c'est que le temps d'un neurochirurgien a une valeur supérieure au temps d'un ouvrier. Alors on va admettre, par exemple, que le coût d'une heure de travail le coût d'une heure tout court est de 1000 dirhams pour un neurochirurgien et de 20 dirhams pour l'ouvrier. Donc on va poser comme ça que un neurochirurgien peut consacrer une heure à faire son travail et gagner 1000 dirhams facilement, alors que un travailleur non spécialisé, non qualifié, va gagner 20 dirhams par heure de travail. Donc on peut estimer raisonnablement que l'heure d'un neurochirurgien a une valeur de 1000 et l'heure d'un ouvrier a une valeur de 20 dirhams. Alors comment donc peut-on calculer le coût d'opportunité? Alors, on va supposer encore une fois que pour se déplacer entre les deux villes, on a le choix entre le train et l'avion. Si je prends le train, je vais dépenser 6 heures de trajet avec un coût du billet de 300. Le billet est à 300 dirhams et ça demande 6 heures de voyage. Si je prends l'avion, ça demande 1 heure de vol, 1 heure de voyage, mais le billet est à 1500 dirhams. Alors, si on admet que le coût d'opportunité est la somme du coût monétaire, le coût du billet, et d'un coût temporel, le coût du temps, on peut évaluer la valeur de ce coût d'opportunité pour chaque individu, pour le neurochirurgien et pour l'ouvrier. Alors commençons par l'ouvrier. Donc je commence par l'ouvrier, je vais mettre en gras et souligner. Je commence par l'ouvrier. On va compter donc le coût monétaire ou le coût du billet et le coût du temps. Coût d'opportunité des voyages par train pour l'ouvrier. Alors, si l'ouvrier prend le train, il va payer son billet qui est de 300 dirhams. On a là le coût monétaire ou le coût du billet. On a un autre coût, c'est le coût du temps. Si l'ouvrier prend le train, elle va dépenser 6 heures de trajet. S'il devait consacrer ces 6 heures au travail, elle va toucher 20 dirhams par heure de travail. Et donc, on peut dire raisonnablement que ce voyage lui coûte en termes de temps, il lui coûte 6 fois 20, 120. Si je fais la somme du coût du billet et du coût du temps, je vais avoir 300 plus 120, ça me fait 420. Alors, le coût d'opportunité du voyage en train pour l'ouvrier est de 420. Maintenant,
on calcule le coût d'opportunité des voyages par avion dans le cas de l'ouvrier. Pour l'ouvrier, toujours, le coût du billet, s'il prend l'avion, est de 1500. On a dit que le billet coûte 1500 dirhams. Et le coût du temps, là encore, il ne va perdre qu'une heure de trajet, parce que le vol ne dure qu'une heure. Avec un coût unitaire de 20 dirhams, ça ne fait 20 dirhams de coût temporel. Et donc le coût d'opportunité du voyage par avion pour l'ouvrier est de 1500 plus 20, ça fait 1520. Alors on voit bien que pour l'ouvrier, le coût d'opportunité des voyages en train est inférieur au coût d'opportunité du voyage par avion. 420 est inférieur à 1520. Donc il choisira naturellement et de manière rationnelle de prendre le train plutôt que de prendre l'avion, et ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit pauvre ou pas. Passons maintenant au cas du neurochirurgien. Là encore, je vais faire la même chose. Je vais mettre en gras et souligné. Alors, on va faire le même raisonnement, exactement le même, pour le neurochirurgien. Et on va compter donc, on va calculer le coût d'opportunité du voyage par train. Alors, si le neurochirurgien prend le train, il va payer comme l'ouvrier un billet de 300 dirhams. Et le coût temporel, le coût du temps va être de 6 heures de voyage, mais l'heure du chirurgien est de 1000 dirhams. Elle coûte 1000 dirhams. Donc ça va lui coûter 1000 fois 6, 6000 dirhams. Coût d'opportunité donc du voyage par train, c'est 6300 dirhams. On voit bien que le voyage par train coûte extrêmement cher à notre neurochirurgien. Calculons maintenant le coût d'opportunité du voyage par avion dans notre neurochirurgien. Alors, coût du billet, 1500 dirhams. On a dit que le billet coûte 1500 dirhams. Le coût du temps, 1 heure, qui coûte 1000 dirhams l'heure. Donc, ça nous fait un coût temporel de 1000. Et on aura 1500, le coût d'opportunité global du voyage par avion pour le neurochirurgien est de 1500 plus 1000 égale 2500. Et là, contrairement à l'ouvrier, on voit très bien que c'est plutôt le voyage par train qui a un coût d'opportunité élevé. Il coûte 6300 dirhams, alors que le voyage par avion, il ne coûte que 2500 dirhams si on prend en compte la valeur du temps. Et là, notre neurochirurgien va raisonnablement et de manière rationnelle choisir de prendre l'avion plutôt que de prendre le train, non pas parce qu'il est riche et qu'il se permet de prendre l'avion, mais c'est parce que l'avion est le moyen de transport qui a le coût d'opportunité le plus bas. Alors vous voyez que à travers cet exemple, on voit très bien que l'analyse qui est faite par les économistes est largement différente de l'approche intuitive que les hommes, que le commun des mortels, que les gens normaux font pour observer et pour décider dans ce cas de figure. Et ça fait partie donc des concepts clés, ce coût d'opportunité, ça fait partie des concepts, des particularités du raisonnement économique tout simplement. On va aborder un deuxième exemple pour mieux, encore une fois, cerner la notion, le concept. Je prends 3 actes et je les compare. Premier acte, acte numéro 1, un retraité qui passe l'essentiel de son temps à s'occuper de son jardin. Acte numéro 2, notre neurochirurgien de tout à l'heure qui fait la même chose. Elle passe
la majeure partie de son temps à faire son jardin, à s'occuper de son jardin. Troisième acte, Lionel Messi qui fait la même chose. Alors, pour le retraité, le coût d'opportunité de cet acte-là, de passer l'essentiel de son temps à s'occuper de son jardin, le coût d'opportunité de cet acte est très faible parce qu'un retraité, en faisant cela, il ne renonce pas à grand-chose. De toute façon, il n'a pas grand-chose à faire. Si le neurochirurgien décide de faire la même chose, là, le coût d'opportunité devient élevé parce que si le neurochirurgien passe une demi-journée à faire son jardin, il renonce à la possibilité, il renonce à l'opportunité d'aller faire des interventions médicales, des interventions chirurgicales et de gagner par exemple 5 000 dirhams ou 4 000 dirhams. Donc le fait de s'occuper de son jardin a un coût très élevé par rapport, un coût d'opportunité très élevé par rapport aux retraités. Pour l'acte 3, si Messi fait la même chose, là, le coût est exorbitant parce que une demi-journée de Messi, elle vaut une grande somme d'argent. Une très grande somme d'argent. Et donc, le coût d'opportunité, si Messi devait renoncer à tout ça pour faire son jardin, le coût d'opportunité de cet acte va être vraiment exorbitant. C'est la raison pour laquelle il est impossible que Messi renonce à l'entraînement pour aller s'occuper de son jardin parce que là, c'est extrêmement cher en termes de coût d'opportunité. Donc, à travers ces exemples, on voit bien que la notion de coût d'opportunité est très importante. C'est une notion clé utilisée de manière spécifique par les économistes pour aborder les problèmes qui leur sont posés. Cette notion permet de faire des choix rationnels et permet de prendre des décisions qui semblent parfois contre-intuitives. Quatrième particularité du raisonnement économique qu'on va aborder maintenant, c'est ce qu'on appelle le raisonnement à la marge. Le raisonnement à la marge ou le marginalisme est une manière de voir qui consiste à prêter attention à la dernière unité plutôt que de se concentrer sur l'ensemble du problème. Ça peut paraître un peu très flou, mais je m'explique. D'ailleurs, cette notion-là, vous allez l'utiliser de manière abondante en microéconomie. C'est l'une des notions clés du raisonnement économique. Alors, depuis le 19e siècle, avec l'école de pensée que l'on appelle les néoclassiques, qui est venue après les classiques, avec donc les néoclassiques, les économistes ont introduit le raisonnement à la marge. C'est-à-dire qu'ils ne raisonnent jamais sur des quantités globales, mais sur des quantités supplémentaires, additionnelles ou marginales, de l'appellation raisonnement à la marge ou raisonnement marginaliste. On va essayer de comprendre cette notion-là à travers quelques exemples. Raisonnement à la marge du consommateur. Le consommateur choisira de consommer une unité supplémentaire d'un bien, là je dis bien supplémentaire, d'un bien donné, si et seulement si la consommation ou la satisfaction supplémentaire, là encore supplémentaire, qu'il obtiendra à travers cette consommation est supérieur ou égal au coût de cette unité supplémentaire de consommation. Alors, le consommateur ne va pas dire est-ce que je vais manger le chocolat ou est-ce que je vais consommer le chocolat à ce prix ou pas. Il ne prend pas le chocolat dans sa globalité, mais elle va se poser la question si je prends une première barrette de chocolat,
Est-ce que je vais l'acheter à 5 dirhams par exemple? Est-ce que je vais prendre une deuxième à 5 dirhams, une troisième à 5 dirhams ou une quatrième à 5 dirhams toujours? Alors, logiquement et intuitivement, je peux être tenté par la consommation du chocolat et je vais me dire, je vais prendre un premier chocolat à 5 dirhams. Je le consomme. Je me dis, voilà, je manque encore de chocolat, je vais acheter un deuxième morceau de chocolat à 5 dirhams, ça me fait deux morceaux. Mais je dois bien comprendre que l'utilité ou le désir ou la satisfaction que m'avait procuré le premier morceau de chocolat est inférieure à la satisfaction que le deuxième morceau va me donner. Cette satisfaction du deuxième morceau est elle aussi supérieure à la satisfaction que va me donner le troisième morceau et ainsi de suite. Plus je consomme de chocolat, plus la satisfaction marginale, additionnelle, supplémentaire ou l'utilité marginale baisse. Ça, vous l'avez vu dans votre cours de microéconomie. Et c'est une notion donc qu'on utilise très souvent en économie. Donc, le choix ne va pas se faire dans ce cas-là entre consommer un chocolat, en gros, en général, et le prix. Le choix va se faire par unité additionnelle parce que si pour le premier chocolat je décide de consommer et pour le deuxième je décide de consommer, il se peut que pour le troisième chocolat je décide de ne pas consommer parce que je me dis, je compare le prix de ce chocolat qui est de 5 dirhams à l'utilité ou à la satisfaction marginale additionnelle que va me procurer le troisième chocolat et je trouve que puisque la satisfaction baisse à un certain moment, la satisfaction est plus faible que le prix que je vais payer pour avoir ce chocolat supplémentaire. Et à ce moment-là, je décide de ne pas consommer un chocolat supplémentaire parce que j'estime que le prix que je vais payer pour ça est supérieur à la satisfaction que ce chocolat-là va me donner. Je prends maintenant le cas du producteur. Pour le producteur, prenons donc le cas d'un producteur qui se demande s'il doit embaucher ou pas un travailleur supplémentaire, sachant qu'il en a déjà 8. Alors là, c'est une entreprise qui a déjà 8 salariés, qui travaillent déjà, et qui se pose la question, est-ce que je vais embaucher un 9e salarié ou pas? Alors, pour répondre à cette question et pour prendre la décision, l'entreprise ou l'employeur va comparer le coût de ce travailleur supplémentaire ou son salaire. Combien est-ce qu'il va me coûter en termes de salaire? Je compare donc le coût de ce salarié à ce qu'il va me rapporter en termes de production. Alors, si le 9e salarié me coûte 3000 dirhams par mois et qu'il va me procurer une production évaluée à 4000 dirhams par mois, je vais me dire que ce monsieur-là, ce travailleur supplémentaire, va me donner une recette supplémentaire, une recette marginale qui est de 4000 dirhams, alors qu'il ne me coûte que, il a un coût supplémentaire, elle va m'apporter un coût, il va générer un coût supplémentaire, un coût marginal qui est de 3000 dirhams. Donc, je compare le coût marginal à la recette marginale et je trouve que je suis gagnant, donc j'ai intérêt à l'embaucher. Si en revanche, ce 9e salarié me coûte 3000 dirhams de salaire alors qu'il ne me produit que 2500 de production par mois, je vais me dire que le coût marginal de ce 9e salarié est supérieur à la recette marginale ou à la production marginale qu'il va me donner et donc je ne vais pas le prendre parce qu'il me coûte plus qu'il ne m'apporte. Mais ce raisonnement est fait, donc, comme on vient de le voir, il est fait à la marge. On va donc dire que cette entreprise-là va comparer le coût marginal, le salaire de ce travailleur supplémentaire, additionnel, et la recette marginale, c'est-à-dire le gain supplémentaire ou la recette marginale apportée par ce 9e salarié.
Le producteur ne va donc embaucher ce neuvième salarié que si sa recette marginale est supérieure à son coût marginal. Là, on voit bien que l'on raisonne à la marge. Un exemple plus concret, on va voir donc un exemple simple, concret, qui va nous permettre de mieux comprendre la notion de raisonnement à la marge. Alors, prenons le cas d'un autocar. Le coût moyen d'une place de l'autocar est de 150 dirhams. L'autocar relie deux villes et le coût moyen d'une place ou d'un billet est de 150 dirhams. L'entreprise vend le billet à 200 dirhams. Donc pour chaque billet, l'entreprise va gagner 50 dirhams parce que ça lui coûte 150 et ça lui rapporte 200. Un autocar va partir avec des places vacantes, des places vides. Elle va partir dans quelques minutes et puis un passager se présente à la toute dernière minute au guichet avec en poche 100 dirhams. Il leur dit, voilà, je sais que le billet vous le vendez à 200 dirhams, mais moi je n'ai que 100 dirhams et j'aimerais bien prendre une place sur votre autocar. Que devrait faire donc l'entreprise? Est-ce qu'elle va accepter de prendre ce monsieur à un prix qui n'est que de 100 dirhams? Ou est-ce qu'elle va se dire, pourquoi je vais prendre quelqu'un à 100 dirhams alors que le billet me coûte, moi, en moyenne, il me coûte 150 dirhams? Ça, c'est un problème typiquement économique et qui fait appel à la notion de raisonnement à la marge ou de marginalisme. Alors, qu'est-ce que vous allez faire si vous étiez responsable de cette entreprise? Alors, si l'entreprise raisonne dans des termes globaux, comme on vient de le dire tout à l'heure, qu'est-ce qu'elle va se dire? Elle va se dire, le billet me coûte en moyenne 150 dirhams. Chaque billet me coûte 150 dirhams. Si je le vends à 100 dirhams, je perds 50 dirhams. Je ne peux pas vendre à perte, donc je ne vais pas vendre. Je vais dire à ce monsieur, non merci, on ne peut pas vous prendre. Si vous voulez prendre l'autocar, vous n'avez qu'à payer comme les autres, vous n'avez qu'à payer 200 dirhams. Parce que sinon, je suis perdant avec vous. Ça, c'est le raisonnement en des termes globaux. Mais, depuis le 19e siècle, les économistes nous poussent à réfléchir ou à raisonner à la marge. Comment raisonner à la marge? On va se dire, voilà, je ne vais pas comparer le coût moyen de mon billet avec les 100 dirhams que va m'apporter le dernier passager. Si je veux être vraiment rationnel, je vais comparer le coût marginal et la recette marginale. Alors le coût marginal, c'est quoi? C'est-à-dire le coût de la dernière unité. Marginal, ça renvoie toujours à la dernière unité. Ça veut dire quoi dans notre exemple concrètement? Ça veut dire que combien va me coûter le fait de prendre ce dernier passager? Est-ce qu'il va augmenter le coût du voyage, le coût global du voyage? Si c'est le cas, il va l'augmenter de combien? Alors je suppose par exemple qu'entre les deux villes, le coût du voyage est de 8000 dirhams, 8000. Alors, normalement, puisqu'il y a des places vides qui sont encore vides alors que l'autocar va partir dans quelques minutes, normalement on peut dire que le fait de prendre le dernier passager ne coûte pas grand-chose à la société. Parce que le coût supplémentaire, le coût additionnel, le coût marginal
de ce dernier passager est presque nul. On peut accepter par exemple que avec ce dernier passager, le poids de l'autocar va augmenter et par conséquent, elle va consommer plus de gasoil, par exemple. Mais ça, c'est vraiment epsilon, c'est dérisoire. Disons que ça va coûter 20 dirhams. Ok. Alors, le coût, on va admettre comme ça que le coût marginal de ce monsieur est de 20 dirhams. Si le voyage part sans ce dernier passager, elle va coûter elle va avoir un coût total de 8000 dirhams. S'il prend le dernier passager, elle va avoir un coût total de 8020 dirhams. Donc le coût marginal de ce dernier passager est très faible. Mais si je prends ce dernier passager, ma recette, elle, va augmenter de combien? Elle va augmenter de 100 dirhams. Donc ma recette marginale est de 100 dirhams. Si je compare ma recette marginale à mon coût marginal, je vais dire que ce dernier passager me coûte 20 dirhams alors qu'il me rapporte 1000 dirhams. Donc la recette marginale dépasse largement le coût marginal et donc j'ai intérêt plutôt à le prendre que de le laisser. On voit très bien donc à travers cet exemple que le recours au raisonnement à la marge me permet de prendre des décisions qui sont rationnelles et qui ne sont pas toujours intuitives. Et ça, là encore, il s'agit d'une particularité du raisonnement économique. C'est un exemple à bien comprendre et à bien méditer parce que ça va vous permettre de mieux cerner cette notion-là de coût marginal, de recette marginale, que vous allez utiliser de manière généralisée dans votre cours de microéconomie et dans votre cours d'économie. Cinquième particularité du raisonnement économique, toute chose égale par ailleurs. Alors, toute chose égale par ailleurs, cette expression mathématique est utilisée en économie pour désigner le fait que lorsque l'économiste étudie le lien de causalité entre deux phénomènes A et B, il se pose la question, est-ce que le phénomène A a un effet sur le phénomène B? L'économiste raisonne toujours toute chose égale par ailleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'économiste se dit, je vais oublier tout le reste. Je ne vais me consacrer qu'à ces deux notions-là, A et B. Quel est le fait de A sur B? Même si B peut être influencé par d'autres paramètres, Z, T, L, M ou autres, l'économiste va les oublier et ne va se concentrer que sur la relation entre le phénomène A et le phénomène B. Il suppose comme si tous les autres phénomènes, tous les autres facteurs susceptibles d'influencer la variable B, comme s'ils n'existaient pas. Il se concentre donc sur A et B et rien d'autre. On va le voir, on va mieux comprendre à travers des exemples. Alors, pour déterminer les variables qui expliquent un phénomène économique donné, les économistes raisonnent toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire qu'ils ne s'intéressent qu'à une seule variable. Ils supposent que toutes les autres variables susceptibles d'influencer le résultat sont figées ou sont fixes. Par exemple, un économiste peut affirmer que la consommation d'un jus d'orange est une fonction décroissante de son prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'économiste me dit tout simplement que si le prix de ce jus augmente, la consommation du jus baisse. Inversement, si le prix du jus baisse, la consommation augmente. Donc, on va dire que la consommation de ce jus d'orange est une fonction décroissante de son prix. Alors, il s'agit en fait d'un travail de simplification qui est très pratique. Notre économiste
aurait pu dire que la consommation de ce jus dépend de son prix, du prix des autres jus, du prix des oranges, parce que si les oranges sont bon marché, les gens auront tendance à préférer les oranges naturelles au jus et inversement. Ça dépend aussi du prix des autres fruits. Ça dépend, là encore, des revenus du consommateur. Si le consommateur a un revenu élevé, il consommera plus, un revenu faible, il consommera moins, etc. Ça dépend aussi du niveau général des prix, c'est-à-dire les prix des autres matières. Ça dépend aussi de la température de l'atmosphère. S'il fait chaud, il consomme plus de jus. S'il fait froid, il consomme moins de jus, et ainsi de suite. Alors on voit bien qu'il y a beaucoup de paramètres qui peuvent influencer la consommation du jus d'orange. Mais notre économiste ne se pose pas toutes ces questions en même temps. Il prend une seule variable qui est le prix du jus. Et comment ce prix-là va influencer la consommation du jus d'orange. Pourquoi il fait ça? Parce que là, il s'agit d'une solution vraiment d'un travail, il s'agit d'un travail de simplification qui est pratique. Pourquoi? Parce que si notre économiste laisse toutes les variables qu'on vient d'évoquer bouger en même temps, il va être très difficile pour lui de dégager une relation de cause à effet, une relation de causalité simple entre le phénomène A, qui est le prix du jus d'orange, et le phénomène B, qui est la consommation du jus d'orange. Il va dire par exemple, oui, si le prix du jus d'orange augmente, la consommation de ce jus va baisser, mais si la température est très forte, elle ne va pas baisser. Si on est au mois de Ramadan, etc., elle ne va pas baisser. Mais si le prix des oranges a augmenté encore d'une manière encore plus forte que l'augmentation du prix du jus, ça ne va pas baisser, etc., etc. Et on aura, comme vous le voyez, comme vous venez de le voir, on aura à résoudre un problème très compliqué avec beaucoup de paramètres qui bougent en même temps et on n'arrivera pas à une conclusion simple et directe entre les deux variables. Donc ça, c'est une approche ou c'est une simplification méthodologique très pratique parce que ça permet de simplifier le problème et de dégager un lien de causalité simple entre la variable A et la variable B en supposant que toutes les autres variables restent figées, c'est-à-dire toutes choses égales par ailleurs. Toutes choses égales par ailleurs, ça veut dire que tout le reste égal à lui-même, c'est-à-dire qu'il reste stable, qu'il reste fixe, qu'il reste figé. Alors, en fait, les deux propositions sont vraies, mais la première est faite toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire en supposant que toutes les autres variables susceptibles d'influencer la consommation du jus d'orange restent inchangées. On observe que la relation qu'il y a entre le prix du jus d'orange et la consommation du jus d'orange. Ainsi, le fait d'observer simultanément une hausse des prix et une augmentation de la consommation du jus d'orange ne contredit pas forcément la loi selon laquelle la demande est une fonction décroissante des prix. En effet, une forte chaleur estivale peut, ou lorsqu'on est par exemple au mois de Ramadan, ces deux variables-là peuvent influencer la consommation du jus. Elles peuvent pousser à une augmentation de la consommation du jus, même si le prix a augmenté. Mais ce constat-là ne contredit pas la loi que j'ai dégagée et qui consiste à dire que si le prix augmente, la consommation baisse, parce que cette loi-là est dite toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire que on va supposer que, dans notre exemple, que la température ne va pas changer, elle reste la même. Tout ce qui va changer, c'est le prix et la consommation du jus d'orange. Tout le reste stable, donc, reste figé. Donc, je raisonne toutes choses égales par ailleurs. Ce constat ne contredit donc pas la proposition de l'économiste qui ne prétend pas que la demande de jus d'orange doit baisser quoi qu'il arrive. Il dit tout simplement que si le prix du jus augmente, sa consommation baisse, toutes choses égales par ailleurs.
Dernier point de ce chapitre, on va faire la distinction entre les deux grandes branches de la science économique, à savoir la microéconomie et la macroéconomie. On distingue donc deux grandes branches en sciences économiques, la micro et la macro. La microéconomie étudie comment les agents économiques, pris individuellement, les unités, les individus, que cet individu soit un producteur, un ménage, un consommateur, etc., comment ces individus-là prennent leurs décisions de production ou de consommation. Dans votre cours de microéconomie, vous allez vous intéresser au comportement dans ce premier semestre. Vous allez vous intéresser au comportement du consommateur. Comment le consommateur va-t-il faire pour faire des choix rationnels de consommation? Et dans votre deuxième semestre, à partir du mois de février et de mars, vous allez commencer à étudier le comportement du producteur. Là, il s'agit donc d'étudier le comportement d'individus, de micro-unités, des unités les plus petites. C'est pourquoi on parle de microéconomie. La macroéconomie s'intéresse quant à elle à l'étude du fonctionnement économique global. La macroéconomie s'intéresse aux agrégats, aux valeurs globales. La macroéconomie va prendre de la hauteur pour avoir une vue panoramique sur l'économie. La macroéconomie ne regarde pas les individus. Elle ne voit pas parce qu'elle a pris de l'attitude. Elle ne peut pas voir un consommateur, une entreprise ou toute autre unité de taille très petite. Elle ne voit que les agrégats ou les valeurs globales. Alors, la macroéconomie va s'intéresser non pas à la consommation d'un ménage, la consommation d'une personne, elle s'intéresse à la consommation nationale, à toute la consommation de tous les gens, de tous les individus. Elle s'intéresse donc aux valeurs globales, aux agrégats, ça vient d'agrégation, c'est le fait d'agréger, c'est-à-dire d'assembler et de mettre dans un package si vous voulez. La macroéconomie s'intéresse donc à la consommation nationale, à l'épargne, non pas d'une personne, mais à l'épargne nationale, à l'investissement national, au revenu national, au produit ou la production nationale, ou ce qu'on appelle le PIB, le produit intérieur brut, etc., etc. Donc la macroéconomie va avoir une vue panoramique, si vous voulez, de l'économie. Elle va prendre de la hauteur, et si on prend de la hauteur, on ne voit plus les individus, on ne voit que les masses. La macroéconomie s'intéresse donc aux masses, s'intéresse aux agrégats, s'intéresse aux valeurs globales. Les macroéconomistes calculent des agrégats comme le produit intérieur brut, la consommation nationale, l'épargne nationale, le chômage, le taux de chômage, le taux d'inflation, etc., etc. En fait, les deux branches de l'économie, la micro et la macro, se complètent. On ne peut pas comprendre les phénomènes économiques de manière précise si on n'a pas des approches à la fois micro et macroéconomiques. Les deux approches se complètent. On peut donc schématiser et considérer, on peut donc en schématisant considérer la macroéconomie comme l'étude des arbres et la macroéconomie comme l'étude de la forêt. Alors, la micro, on s'intéresse aux arbres un par un. Je prends individuellement un arbre, je vais étudier ses branches, ses feuilles, est-ce qu'il a présenté une maladie, etc., est-ce qu'il y a des symptômes de maladie, etc., etc. Mais ça ne suffit pas. Si vous voulez protéger la forêt,
vous devrez vous intéresser aux arbres individuellement, mais aussi vous devrez prendre l'avion, prendre de la hauteur et voir la forêt de la hauteur. Comme ça, vous allez voir s'il y a un problème macro. Et là, la macroéconomie, dans cet exemple, va nous permettre d'étudier la forêt de très haut et de voir s'il y a des problèmes qui nous poussent à mieux chercher, à mieux creuser en allant voir un petit peu les arbres de très près pour voir s'ils présentent des problèmes ou des pathologies. Donc, cet exemple-là nous permet de mieux voir la relation qu'il y a entre microéconomie et macroéconomie. Il faut remarquer enfin que les décisions individuelles ainsi que leurs interrelations qui font l'objet de la microéconomie, ces décisions individuelles se répercutent au niveau macroéconomique, au niveau d'ensemble, en ce sens que les agrégats macroéconomiques ne sont en fait ne sont rien d'autre que les sommes de grandeur microéconomique. Si je veux calculer la consommation nationale, par exemple, ça ne va être que la somme des consommations individuelles. L'épargne nationale n'est rien d'autre que la somme des épargnes individuelles, etc. La production nationale, le PIB, le produit intérieur brut, n'est rien d'autre que la somme des productions réelles des entreprises prises individuellement, etc., etc. Donc, si vous voulez, la macroéconomie, les variables macroéconomiques ou les agrégats ne sont rien d'autre que la somme des variables microéconomiques. La consommation nationale, c'est la somme des consommations individuelles calculées au niveau de la microéconomie. L'épargne nationale, c'est la somme des épargnes individuelles. L'investissement national, c'est la somme des investissements faits par l'ensemble des individus, etc., etc. Donc, la macroéconomie, les variables macroéconomiques ne sont que l'agrégation ou la somme des variables microéconomiques. Cependant, les conclusions de l'analyse microéconomique peuvent être en contradiction avec les conclusions de l'analyse macroéconomique. Je prends un petit exemple pour vous dire que si, en général, la microéconomie ou l'agrégation des variables microéconomiques, ou la somme, si vous voulez, des variables microéconomiques, donne une idée sur ce que va être la variable macroéconomique, puisque la macroéconomie, comme on vient de le dire, n'est que la somme des éléments, la somme des éléments macroéconomiques. Si on peut dire ça, on doit quand même se méfier des généralisations qui sont parfois excessives. Je prends un petit exemple. Prenons l'exemple suivant. Une baisse des salaires au sein d'une entreprise peut faire augmenter les profits de cette entreprise. Alors, si on a une entreprise, nous savons tous que le salaire que l'entreprise verse aux travailleurs est un élément de coût, c'est une charge pour l'entreprise. Si l'entreprise arrive à baisser ses salaires, elle va donc baisser ses charges et donc elle va augmenter son profit. Maintenant, imaginons que, on passe au deuxième point, imaginons que toutes les entreprises d'un pays font la même chose. Imaginons que toutes les entreprises peuvent faire ce même raisonnement. Baisser la charge salariale pour augmenter les profits. Or, on sait que les salaires distribués par certaines entreprises représentent pour les autres, représentent pour les salariés un pouvoir d'achat, donc une demande qui s'adresse aux autres entreprises. Alors, si toutes les entreprises d'un pays baissent en même temps que les salaires, qu'est-ce qui va se passer? Tous les travailleurs vont voir leur salaire baisser et donc tous les travailleurs ne peuvent pas continuer à consommer comme avant.
Parce que les salaires versés par certaines entreprises constituent des revenus qui permettent aux travailleurs de consommer les produits de cette entreprise, mais aussi les produits des autres entreprises. Et donc, si cette pratique se généralise, le pouvoir d'achat de tous les salariés va baisser et donc ils ne pourront pas consommer tout simplement. Leur consommation va baisser. Et si la consommation baisse, la demande adressée à toutes les entreprises nationales va baisser et donc le profit de toutes les entreprises nationales va baisser. Donc, une baisse généralisée des salaires peut faire diminuer le profit, ce qui était vrai donc au niveau d'une entreprise, au niveau macroéconomique, ne l'est plus au niveau global, au niveau macroéconomique. Baisser le salaire peut être un moyen efficace pour augmenter le profit au niveau d'une entreprise prise individuellement, c'est-à-dire au niveau macroéconomique, mais généraliser ce constat pour dire que au niveau macroéconomique, dans une économie, si on baisse les salaires, les entreprises vont gagner plus. Ça, c'est pas vrai, c'est faux, parce que ce qui était valable au niveau macroéconomique ne l'est pas au niveau macroéconomique, parce que les revenus distribués par les entreprises sous forme de salaire se transforment, si vous voulez, en grande partie en demande adressée aux entreprises nationales généralement, mais aussi pour les produits importés. Mais là, on s'intéresse aux produits des entreprises nationales. Et donc, si la masse salariale distribuée par l'ensemble des entreprises nationales baisse, la demande baisse et donc les ventes des entreprises vont baisser et leurs profits auront tendance donc à baisser. Cet exemple-là nous permet de comprendre que si généralement on peut généraliser et dire que la macroéconomie est la somme ou les variables macroéconomiques ou les agrégats macroéconomiques sont la somme des variables microéconomiques, cet argument-là doit être pris avec prudence parce que dans certains cas, ce n'est pas vrai. On vient de voir un exemple. Bien, alors, sur ce chapitre-là va donc prendre fin. On a terminé ce premier chapitre qu'on a consacré à l'étude de la science économique, l'objet de la science économique, et surtout à ses méthodes. On a pu mettre le doigt sur les spécificités du raisonnement macroéconomique, économique. On a vu comment les économistes abordent les sujets qui relèvent de leur champ de recherche. Et on a présenté un petit peu quelques spécificités du raisonnement des raisonnements économiques. Nous allons, à partir de la séance prochaine, nous allons faire quelques exercices et les corriger. Donc je vous invite à avoir le livre pour la prochaine fois. On va travailler, il y a des exercices qui sont sur le livre, on va les travailler et on va les corriger. Je vais essayer de faire une séance live. Comme ça, s'il y a des questions, j'aimerais bien avoir un feedback, un retour de la part des étudiants pour pouvoir un petit peu expliquer tous les éléments qui posent problème. Alors sur ce, je vous dis bon courage et à la semaine prochaine. À très bientôt.